Salut à tous! Salut à tous, bienvenue sur le plateau. Nous sommes lundi, le lundi comme tous les lundis, le lundi, c'est-à-dire le plus de fois lundi dans cette phrase. Eh bien, on parle de NBA, nous sommes sur la chaîne First Team. Bienvenue à toi, Erwan, tu es un très bon invité pour... Invité récurrent, apparemment. Invité récurrent, ça va? Ça va très bien. Super week-end. Ouais, on a vécu un super week-end. Rien à voir avec le fait que je sois rentré dans ma famille à Marseille, mais plutôt parce qu'on a vu les deux derniers matchs de la série entre les Raptors et les Bucks. Et ça a été deux super matchs. Une super finale de conférence qu'on va débriefer maintenant. On va parler du Game 5, du Game 6. Puis on va faire un petit état des lieux de cette équipe des Milwaukee Bucks. Ce qu'il faut changer, ce qu'il a manqué, ce qu'il ne faut pas changer aussi d'ailleurs, puisque la saison a été très globalement réussie. En gros, on vous explique, ça va se passer en deux étapes. Aujourd'hui, donc, on fait ce débrief de la finale de la conférence Est. Et puis demain, mardi, à 2 jours de la finale NBA, on se fera une grosse preview pour parler justement de ce duel entre les Raptors et les Warriors. Il y a beaucoup de choses à dire, donc on vous attend évidemment nombreux. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça nous aide, et à mettre des petits commentaires, donnez vos avis, on les lit un maximum et on vous répond aussi le plus possible. Erwan aussi prend son petit clavier et vient vous répondre. Tout à fait. Répond surtout aux insultes, parce que sinon c'est pas... Non, je me fais pas insulter, je me fais chambrer. Bah c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. On est chambreurs. On a quand même cette chance, nous, par rapport à d'autres, on fait vite une petite... On se fait pas insulter. Non, on se fait chambrer, on se fait même... On peut pointer du doigt sur des prises de position, on se fait jamais insulter. Absolument. Et donc aujourd'hui, il y aura plein de prises de position intéressantes. Donc des commentaires, des pouces bleus. Vous nous faites plaisir. C'est comme ça qu'on se rémunère quelque part aussi. Bref, alors aujourd'hui, donc, on va aller sur cette finale de conférence. On va débriefer le match 5 et le match 6. Alors commençons par ce qui s'est passé donc en fin de semaine dernière. On s'est quitté au First Day Show tous les deux. Il y avait 2-2 avec Steph aussi. On avait chacun donné victoire de Toronto. Steph avait dit les Bucks. On avait mis plein de choses là-dedans. On s'était dit, est-ce que ce sont les role-players qui vont faire la différence ou les stars? Sur le match 5, on a vu. En fait, les stars, parce que moi, la question que je vous avais posée, parce que les rôles sont inversés le jeudi, la question que je vous avais posée à toi et à Steph le jeudi, c'est, bon, on sait que Kawhi et Giannis vont être au niveau, mais maintenant, c'est le supporting cast qui va faire la différence. Et clairement, sur le match 5, il y a un mec qui est sorti du lot. Tant que ça, ouais. Moi, tu vois, ta réponse, j'avais dit, je pense que c'est les stars. Les stars n'ont pas encore fait le grand match. Moi, pour moi, le match 5, il bascule grâce à Kawhi Leonard. Alors, son quatrième quart-temps. oui, c'est mais d'accord. Mais tu vois, pour le coup, pour moi, la fin de match de Kawhi qui est dans son rôle de superstar, qui doit faire gagner les équipes. Il est dans son rôle, alors son rôle de joueur fantastique, mais pour moi, il est dans son rôle. Ce que fait Van Vliet, c'est une énorme bascule pour moi, plus que la fin de match de Kawhi. Tant que ça. Tu n'es pas d'accord avec ça? Non, non, je suis pas d'accord. Parce qu'ils sont dans le dur. Ils sont encore une fois malmenés. On va le voir tout à l'heure dans le match 6 aussi. Ils sont bousculés. Mais finalement, là, ils restent dans le match et pas qu'un peu, ils passent même devant. C'est Van Vliet qui fait pour moi la grosse bascule. Absolument. Après, la fin de match, elle appartient à Kawhi. Mais si les Raptors, pour moi, peuvent s'offrir une fin de match, c'est parce que Van Vliet est là. Il n'est pas seul. Parce que Kyle Lowry fait aussi un très bon match. C'est un vrai match d'équipe, mais... Le mec qui met les pantons, qui leur permettent de rester dans le match et de s'offrir un money time, c'est Van Vliet. Van Vliet sur ce match-là est à 21 points. Écoute-moi ce plus-minus incroyable. Plus 28 pour Fred Van Vliet qui, juste quelques jours avant, avait eu un enfant. On a vu ce tableau incroyable qui est passé. D'ailleurs, si tu l'as, Tom, n'hésite pas à le jouer. Fred Van Vliet qui donc était dans un trou plutôt monstre sur ses playoffs et qui, depuis la naissance de son enfant, est tout simplement incroyable, à plus de 16 points par match, avec surtout un pourcentage à 3 points, cher ami, 80% au tir. Et on les voit sur le match 6 aussi, on va en parler. Eh bien, il a encore une fois fait la bascule. Alors pour une dernière fois sur ce petit truc, ce que je voulais dire pendant qu'il y a Kawhi Leonard qui veut me parler sur mon ordi, ce que je voulais dire c'est que Kawhi Leonard qui a emmené ce collectif vers les sommets, et c'est ça que j'attendais de tout ça. Quand on disait que ça allait plutôt se jouer sur les Factor X, évidemment qu'il y a des Factor X dans toutes les séries, Van Vliet en est un, il n'y a aucun problème. Mais c'est reste que Kawhi Leonard qui a mis les gros tirs, les 2 tirs à 3 points enchaînés sur le match 5 m'ont fait basculer complètement, et c'est la star qui le fait, tu vois, et pas un autre. Ouais, il y aura des choses intéressantes, parce que c'est vrai que sur le changement, c'est Brook Lopez 2 fois qui prend museau. Ouais. Et il a ciblé. Le Kawhi, le cible. Mais est-ce que tu n'as pas le droit justement d'anticiper? On a vu que certaines équipes dans ces playoffs-là allaient contester et ont gardé ces joueurs avec un peu d'aide. Voilà, ça a été, c'était très intéressant, en tout cas tactiquement aussi, ce qui s'est passé. Et je te dis, et Kyle Lowry est très fort sur la fin de la série, parce qu'aussi Van Vliet est fort. Du coup, ils jouent beaucoup les deux. Et Kyle Lowry, qui est parfois un petit peu inégal dans son adresse, et ben là, pour le coup, il s'est concentré sur ce qu'il fait le mieux, c'est-à-dire du rythme, beaucoup de défense, aller parler un petit peu aux arbitres et faire jouer les mecs et gérer
beaucoup mieux le tempo que ce qu'il avait fait sur les 2 premiers matchs, sur les 2 premières défaites à Milwaukee. Il a beaucoup mieux géré le tempo. Il a ralenti le jeu sur les moments chauds. Et ça, les Bucks, on va y revenir. Dès qu'on ralentit le jeu, que ça se passe sur demi-terrain, les moments chauds, on a vu que les Raptors avaient une autre expérience. On le savait. Une expérience plus de solutions surtout. Ils l'ont pas fait sur les 2 premiers matchs. Ils ont été dominés. Et Laurie même voulait même encore aller plus vite que les Bucks. Et c'est là où ils sont cassés les dents les 2 premières fois, notamment surtout sur le match 1. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre le match 5 et le match 6 ? Alors le match 5, donc victoire des Raptors 105-99 dans le Wisconsin. Victoire dans le match 6 100-94. On a la sensation que les Bucks font le match qu'il faut faire, c'est-à-dire que sur 3 quarts temps, ils sont dominants, ils prennent jusqu'à plus 10, plus 12 dans le match 5, plus 15 même dans le match 6, et finalement, quand l'air se raréfie, c'est les Bucks et donc Kawhi Leonard et collectivement qu'ils arrivent à mettre les gros tirs, à faire les stops aussi dans ces matchs-là. Il y a un parallèle à faire entre les 2 matchs. L'expérience, honnêtement. Vraiment, c'est l'expérience pour toi ? Pour moi, c'est l'expérience. Il y a une forme de. Je pense qu'un mec comme Kyle Lowry, mine de rien, on sait que les échecs en NBA, ça te rend plus fort quand il y a quand même un joueur d'une certaine trempe. Et moi, je crois que tout ce qu'a vécu Kyle Lowry, c'est avec les Raptors ces 5 dernières années où on lui est tombé dessus, à juste titre. Hein. Il a quand même fait des premiers tours assez dégueulasses, on se souvient. Même les match-ups face à LeBron, il était quand même assez transparent. Je pense que ça l'a rendu plus fort. Le fait que LeBron se barre aussi, ils ont enlevé poids énorme. Cette chape de plomb qu'ils avaient. L'arrivée de Kawhi, évidemment, leur permet de franchir un palier. Regarde, ce triomphe signifie beaucoup. Il m'a fallu tellement de temps pour arriver en finale. À 13 ans, en 13 ans de carrière, dont 7 ici. LeBron James nous a bloqué la route durant un bout de temps. Tu m'étonnes. Il est parti à l'ouest et on n'a pas raté l'opportunité. C'est bien de le reconnaître. Nous venons de battre une très bonne équipe de Milwaukee. Je savoure ce moment, mais je ne suis pas encore satisfait. Tu m'étonnes. Mais voilà, ça c'est le discours d'un mec qui en a chié, qui en a chié collectivement, qui en a chié individuellement, parce que c'était... Et c'est encore l'un des c'est le leader. C'est le capitaine. C'est le capitaine de route. C'était aussi lui le leader. Avec DeRozan, ils se partageaient les choses. Donc quand il y avait des contre-performances, et Dieu sait qu'il y en a eu ces dernières saisons, c'est sur lui qu'on tombait. Et c'était normal. Bien sûr. C'est le lot de toutes les stars des équipes. C'est quand il y a des contre-performances comme ça en saison régulière, on te tombe dessus. Et forcément, c'est une satisfaction pour lui. Alors allons sur ces fins de match. Donc 2 fins de match un peu similaires où donc les Raptors s'en sortent avec des Bucks qui clairement manquent de jus, j'ai envie de te dire, en attaque, manquent d'idées. Ouais, plus. C'est peut-être un peu des 2. Plus je parle pas de fatigue quand je parle de jus, je parle de. Tu vois, je parle vraiment pas. Il n'y a pas eu tu vois, physiquement de retombées physiques, tu vois, d'être au bout du rouleau. Mais je pense quand même que la fatigue, l'usure peut-être mentale sur pas mal de trucs des Raptors, c'est les Raptors qui amènent ça, font que dans les fins de match, les Bucks se retrouvent sans solution. Je pense pas que c'est de l'usure mentale. Okay. Je pense pas que c'est de la fatigue. Je pense qu'il y a un manque d'idées. Je pense que c'est surtout un step qui n'est pas le leur. Pas encore le leur. Pas encore le leur. Alors, il n'y a rien de dramatique pour eux, rien de radical. Mais souviens-toi ma théorie de une équipe qui n'a jamais passé un premier tour, les voir faire un step énorme jusqu'en finale NBA, j'y crois pas. Ils en étaient pas loin. Mais en tout cas, ce step-là, mine de rien, c'est que 2 matchs. Oui et non, c'est 4 défaites d'affilée alors qu'ils mènent la série 2-0. C'est un match 3 qui doit finir, qui finissent pas, qui perdent en double prolongation. C'est un match 6 qu'ils dominent les 3 quarts du match en menant de 15 points. Bien sûr. Ils sont meilleurs que les Raptors sur ce match 6 et qui perdent quand même. Donc il y a là aussi un retour sur terre, mais qui est normal. Mais quelque part, c'est un énorme retour de bâton pour ces Bucks-là qui finalement se sont dit on a fait une super année. On a répondu aux attentes en play-off, mais il leur manque encore. Mais ce qu'il a manqué pendant des années aussi à Toronto. Tu vois, c'est bien que ces 2 équipes soient croisées parce que c'est pas si simple d'arriver en finale. Alors, est-ce que si je te pose cette question, est-ce que c'est la meilleure équipe qui est passée ? Parce que quand je t'entends, ça s'est joué sur l'expérience. L'expérience, c'est pas forcément la meilleure équipe. Tu vois, je parle de talent pur. Quand une équipe bat une autre 4 fois d'affilée, pour moi, c'est la meilleure équipe qui passe. D'accord. Tu vois, sachant qu'ils auraient pu être à 3-0. Hein. Ils auraient pu, ça se joue à rien. Mais ils l'ont pas été. Mais on a joué au basket, on sait ce que c'est, mener tout un match, mais finir un match. Une série, c'est plus dur. C'est encore différent. Pour moi, le fait qu'ils perdent, mine de rien, c'est vrai que les matchs ont été serrés, qu'ils ont souvent dominé les Bucks. Donc sur le coup, tu t'en rends pas compte. Mais en préparant l'émission, je me dis, mais attends, avec le recul, ils en perdent 4 d'affilée. C'est énorme. Sans jamais finalement. Et pourtant, ils perdent un match après 2 prolongations. Donc tu as le droit de revenir avec les boules. Tu reviens, tu reprends une rouste, tu te dis, bon, tu as perdu après prolongation. Tu as pris une rouste, tu vas revenir avec d'autres intents et tu perds quand même. Alors ils sont pas mauvais, mais ils sont pas assez fort. Et à l'expérience, Ibaka a déjà fait une finale NBA, a déjà fait des finales de conf. Kawhi Leonard est MVP des finales. Il est double champion NBA. Danny Green. Champion NBA ou non double champion NBA. Champion NBA. Kyle Lowry, il a depuis longtemps. Il connaît quand même les Marc choses. Marc Gasol. Enfin, donc je pense qu'à l'expérience,
même si ça a fait chier Yanis de l'entendre, c'est à l'expérience que cette équipe est passée. Absolument, tu parles de l'expérience, hein, puisque juste après l'élimination des Bucks, il y a eu cette séquence un peu étonnante, un peu curieuse, j'ai envie de te dire, lorsque Yanis est donc en conférence d'après-match et qu'on lui pose la question de l'expérience, une question qui me paraissait totalement bateau, pas du tout d'agression d'une journaliste, enfin une question à laquelle tu as le droit de répondre. D'ailleurs, il se lève comme ça d'un coup et Middleton le regarde, il fait mais ah ouais, à ce point-là, tu vois, c'était un peu bizarre, c'était pas sur la même longueur d'onde à ce moment-là. Toi qui pointe du doigt parfois certains joueurs qui pleurent, on pense notamment à Rudy Gobert pendant l'All-Star Game. Quand il n'a pas été notamment sélectionné au All-Star Game, est-ce que pour toi, cette réaction, là, dans l'émotivité, on n'est pas. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, ce que j'en pense, c'est qu'il n'y a pas de pire ou de pas pire. C'est clairement, on comprend tous qu'il est très compétitif. Hein. Il n'y a pas de secret. Il est en finale, il avait l'objectif d'être en finale NBA. On comprend la frustration. Maintenant, moi, je trouve que ça, c'est un comportement justement de jeune garçon, de jeune homme, et pas de superstar qu'il est aujourd'hui en NBA. De faire le job, ça fait partie du truc aussi. C'est-à-dire que tu t'es fait sortir, t'es pas le premier, tu seras pas le dernier, ça t'arrivera peut-être encore, peut-être que c'est toi qui vas sortir les autres et ainsi de suite. Tu te dois d'avoir cette stature de oui, ok, ça me saoule ce genre de questions, mais il faut pas tomber dans le Russell Westbrook, c'est-à-dire de plus répondre, d'être dans la défiance. Pour les autres, il fait un journaliste. Mais moi je suis en train de te dire que je vais pas le condamner. En revanche, c'est dans l'adversité, la réelle adversité, donc la défaite aussi, qu'on se rend compte de certains trucs, de certains traits de caractère. Alors il est très compétitif, j'en suis persuadé mentalement et ainsi de suite. Il en a gros sur la patate, mais sa stature, son statut aurait dû lui faire dire bon bah je réponds à cette question et on passe à autre chose ensuite. Mais je comprends la frustration encore une fois. Mais moi c'est plus que de la frustration, j'ai l'impression que c'est de la susceptibilité parce que la question elle est d'une justesse incroyable et oui bien sûr que c'est la frustration. Bien sûr que les Bucks ils se font taper un peu ils se font taper à l'expérience. Toronto il est gentil, Annie, je l'aime beaucoup mais il a 24 ans et puis être premier, s'il y a bien une équipe qui sait ce que être premier de la conférence Est en saison régulière, ça t'assure pas d'aller en finale NBA, c'est bien les Raptors. Il l'apprend aussi et le fait qu'il réagisse comme ça sur une vérité qu'ils ne veuillent pas l'entendre. Tu vois, il veut pas l'entendre, j'en sais rien. Ah, il veut pas l'entendre, il se barre. Et même la réaction de Middleton, elle est quand même assez incroyable. Ah oui, à côté, tu vois, parce qu'il n'y a pas eu de il n'y a pas d'agression, il n'y a pas d'agression, pas de pointage du doigt. Bon, alors après, voilà, il est jeune, il est certainement très frustré. Moi, voilà, j'aime quand les mecs aussi répondent. Et surtout que ça aurait été intéressant d'avoir sa réponse. Bien sûr. Après, encore une fois, rien de grave. Hein, non. J'imagine qu'il a mis un poste derrière pour dire qu'il retournera au travail. Et on peut imaginer qu'il reviendra encore une fois plus fort, si c'est possible d'être encore plus fort. Allons sur l'état des lieux donc de cette équipe des Bucks. Donc on a compris que Toronto allait en finale NBA. On vous rappelle que demain, on se fait la grosse preview, donc demain mardi, à quelques jours du début des finales NBA. Alors, l'état des lieux des Bucks, il est quand même hyper positif. Hyper positif. D'abord, c'est leur meilleure saison depuis 2001. 2001, c'est il y a bien longtemps avec Ray Allen et ainsi de suite. Ça fait presque 20 ans que cette équipe n'avait pas atteint ce niveau-là, n'avait pas un joueur aussi fort, aussi, c'est peut-être d'ailleurs le meilleur joueur, l'un des tout meilleurs joueurs de l'histoire de la franchise. Alors je pense évidemment à Lou Alcindor à l'époque, Oscar Robertson. Voilà, mais donc on peut imaginer dans ce niveau dans cette strate de joueurs, l'année positive, point. Très positive. Est-ce qu'on peut quand même cibler par exemple le coach sur cette série? Non, parce qu'il a mis, il faut du temps pour mettre les choses en place. Alors Nick Nurse, lui, on va me dire, mais Nick Nurse, il a quand même récupéré, il était assistant, il a quand même récupéré le travail de Dwayne Casey. Il n'a pas le même vécu collectif. Il n'a pas le même vécu collectif. Non, parce que Mike Budenholzer a mis un système en place qui n'est pas fini pour moi. Et d'ailleurs, j'espère pour lui en tout cas qu'il n'est pas fini. Bien sûr. Il a mis un système en place qui a fonctionné en saison régulière. Maintenant, ce système, il doit le pousser un petit peu plus loin. Mais pour ça, il faut du temps. Il faut du temps. Yanis a 24 ans, c'est la première année entre Budenholzer et Yanis Antetokounmpo. Donc pour un non, le coach il est pas à mettre en cause, loin de là. Il va certainement récupérer le titre de meilleur coach de la saison pour moi. Voire de MVP pour Yanis. Mais aujourd'hui voilà, ils ont mis clairement des grosses briques, hein, très bien. Ils ont dessiné la colonne vertébrale de leur projet. Maintenant il va falloir mettre de la viande à côté. Il va falloir creuser un petit peu plus cette philosophie de jeu avec peut-être des réajustements. Alors ça on va moins aller là et on va plus rajouter ça parce que je crois que au sortir d'une saison comme ça et d'une défaite. Des victoires, notamment face à Boston, et d'une défaite un peu cruelle, aussi cruelle qu'elle peut leur paraître face à Toronto, ben, tu en tires des enseignements. Peut-être que lui, on va changer lui, on va amener un poste un peu plus comme ça. Peut-être que là, on va moins sur le tempo. Voilà. Je pense qu'il va réajuster. Maintenant, là, ils ont quand même les grands autoroutes de leur philosophie. Et ça, c'est une énorme saison réussie. Donc l'autoroute, c'est, je sais pas, Yanis au centre de tout, évidemment. Yanis recentré donc sur un poste plutôt intérieur, avec ses qualités, évidemment, dans la transition, sur aussi un contrat en tête de raquette. On l'a vu placer encore une fois plusieurs Eurostep hyper efficaces. Il a gagné lui aussi en férocité aux côtés de Budenholzer, qu'il a vraiment mis
mis dans les meilleures dispositions possibles. Le truc, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui arrivent en fin de contrat, il va falloir faire des choix. Hier, je te disais que j'ai l'impression, et c'est un peu ma crainte, qu'on ne verra plus une équipe des Bucks aussi complète. Pas forcément aussi forte, mais en tout cas aussi complète. Avec autant de bons joueurs sur tous les postes clés d'une équipe qui vise le titre NBA. Quand tu vois ce tableau derrière moi, on voit toutes les fins de contrat donc des joueurs et des joueurs très importants de cet effectif. Alors Yanis, lui, vient de re-signer il a re-signé il y a 2 ans jusqu'en 2021, il est tranquille. George Hill donc qui a été très bon, qui était plutôt bon en tout cas, qui était très bon pour les playoffs. Est plutôt bon sur la série, on peut pas trop l'incriminer, a un contrat à 18 millions l'année prochaine, mais il y a qu'un million qui est garanti, donc imagine qu'au 7 juillet, au 2 juillet plutôt, ils vont le couper. C'est une affaire de gros sous. C'est difficile d'imaginer autre chose. Eric Bledsoe a été prolongé, on va en parler. Chris Middleton a une player option, donc on imagine qu'il va sortir, il va falloir le signer pour très cher. Tony Snell a un contrat quand même très important pour un mec qui un petit rôle ces derniers temps. Il y a Slova, il y en a d'autres, j'ai encore la liste. Tu as aussi Mirotic, tu as Brook Lopez. Alors parmi tout ça, la priorité pour toi, Erwan, c'est quoi? C'est Chris Middleton? Évidemment. On a vu pendant ces playoffs, on a la certitude, on le savait déjà, mais là on a vraiment la certitude, pour ceux qui en doutaient, que Middleton est le parfait lieutenant de Giannis Antetokounmpo. Avec lui, tu peux voyager et des deux côtés du terrain. Il a eu quelques matchs où il est passé à travers dans la dresse, mais par contre, attitude irréprochable, il s'est mis des pelés défensifs sur Kawhi Leonard. Alors malheureusement pour lui, il a pris beaucoup de panetons sur la gueule, mais il s'est quand même collé. Je pense qu'il a quand même contrarié maintenant le talent inhumain, incommensurable de Kawhi Leonard a fait la différence. Mais voilà, un mec comme ça, avec la bonne attitude, qui calme un petit peu, parfois où Yanis part un petit peu dans tous les sens. Il a ce calme-là, cette adresse extérieure qui est bien compatible du slash de Giannis Antetokounmpo. Évidemment, la grande priorité pour moi, c'est Chris Middleton avec, on va y arriver, Michael Brogdon. Avec Michael Brogdon, absolument, qui est free agent et qu'il faut absolument signer. Alors, il est restricted, notre ami Michael Brogdon. Il y aura forcément des gens, on a entendu parler de Sacramento notamment. Il y a des mecs qui vont lui proposer au moins 15 millions. Le truc, c'est qu'il va falloir trouver des bons prix parce que tu peux pas non plus avoir 150 000 mecs dans ton équipe. C'est pour ça que je parle de profondeur d'effectifs. Puisque si tu re-signes Middleton, forcément tu vas lui donner ses 20 millions au moins. Brogdon, il va arriver, je pense, je sais pas, on va dire entre 14 et 17 millions, facile pour Brogdon. Derrière, tu as déjà re-signé Eric Bledsoe. Tu vois, sur les postes importants, ça va être compliqué. Quand les Bucks ont re-signé Bledsoe, tu as dit que c'était bien géré, bien vu. Absolument. Tu partages toujours cet avis? Absolument, ouais. Parce que j'ai pas envie d'enlever tout ce qui a été super bien cette saison. On se retrouve avec quoi? Avec une équipe qui est première en défense de toute la NBA et qui est première en attaque. Je crois que c'est ça, hein. Ouais, les deux au rating. Donc le but, c'est quand même de garder les mecs qui ont très bien fonctionné, qui se sont épanouis clairement dans cette franchise. Eric Bledsoe est un très bon joueur de basket. Certes, on peut regretter que là, il n'ait pas été bon, mais lui aussi, mine de rien, il apprend du plus haut niveau. Alors pourquoi dire pour Middleton, pour Giannis et ainsi de suite, qu'il faut absolument leur donner une seconde chance et pas le dire pour Eric Bledsoe? C'est le titulaire du poste. Il a certes manqué un peu de finesse, beaucoup d'adresse aussi dans les grands moments, mais c'est un gars sur lequel tu peux te baser et qui fait aussi bien la maille avec Giannis. Parce que le problème, c'est que Giannis, dans son profil là, de joueur un peu hybride, mais qui a pratiquement pas de tes jeux, même si on l'a vu mettre des vrais filoches, il m'a régalé, t'as besoin quand même d'autres mecs qui sont capables de slasher, d'apporter de l'adresse et d'être fort sur le pick and roll pour y faire les petites passes. Donc moi, je continue à penser que c'est le bon mec, surtout à ce prix-là. Il a 29 ans, c'est vrai qu'ils n'ont pas cassé la tirelire pour lui. Et que oui, il mérite clairement une. Pourquoi tu ferais quoi, toi? Tu le dégages? Non, mais t'as raison, dans la profondeur de banc. Mais par contre, moi, j'ai peur qu'ils perdent Brogdon, en sachant que Brogdon allait être free agent cet été, certes restricted. Et sur Bledsoe, moi, parce que ils vont s'aligner sur Brogdon. Hein. J'espère bien. Non, mais il n'y a aucun doute. Bon. À part si on lui propose le max, mais bon, c'est pas un joueur à max. Il est plus important de garder Brogdon pour la suite que Bledsoe. Bien sûr, mais alors, si t'as les deux, c'est génial. Oui, mais pour moi, la question, elle se pose pas pour lui. Elle se pose sur Middleton. La question se pose pas. De toute manière, ils vont, j'imagine, lui proposer un super deal et ça a l'air d'être un mec intelligent. S'il demande pas 30 millions la saison, et ben ça devrait bien se passer. Je pense que Bledsoe donc est dans l'effectif. Brogdon, ils vont s'aligner sur absolument tout, même s'il y a peut-être moyen de se mettre d'accord un peu avant. La question, c'est plutôt sur George Hill. Tu vois, il y a Pat Connaughton, il y a tout ça, il y a tous les petits joueurs. Il y a Mirotic, il y a tous les joueurs qui t'amènent en plus. Mirotic qui est complètement sorti de la rotation au fur et à mesure où l'intensité de la série est devenue très dure et on voit qu'une fois qu'il met plus de panier externe, c'est quand même un poids mort sur un terrain. Donc Mirotic, tu n'essaies même pas de le re-signer? Non. Non, Mirotic, moi je laisse partir. Ok, Mirotic, très bien, pourquoi pas. Il y a une vraie question autour de Brook Lopez aussi.
Bah, c'est la dernière question. Alors d'abord, attends, tu me dis juste ce que tu fais. Mirotic, tu re-signes pas. Middleton, tu lui mets un bon, clairement le deuxième meilleur joueur de l'équipe All-Star cette année. Brogdon, tu t'alignes sur tout. Ouais. Sur le principe, il n'y a aucun problème. Donc malheureusement, George Hill, tu t'en sépares. Et ça sera une belle perte. Ça fait une perte. Ça ferait une belle perte parce qu'il a le même niveau que Bledsoe à peu près et Brogdon sur les postes 1-2. Sterling Brown et Pat Connaughton, ils font mine de rien, tu vois, quand c'est Profondeur dans de la banc. profondeur des bancs, ça va être important. Je suis pas sûr que tu vas pouvoir les garder. Et donc et quand tu parles de direction d'équipe, tu as donc le grand Brook Lopez qui t'a apporté quand même une vraie densité sur un poste. Avec sa longueur, avec sa défense, défensivement, et aussi avec son adresse, il permet à Yanis d'être intérieur. Donc qu'est-ce que t'en fais? Parce que lui, il va vouloir du cash. Et il a déjà dit, moi je vais aller au plus offrant. Il ira au plus offrant, il va se barrer, ça c'est sûr, parce qu'ils ne pourront pas lui filer ce qu'il veut. Maintenant, défensivement, j'ai trouvé ultra intéressant. J'ai trouvé qu'en attaque, finalement, dans les moments chauds, j'ai trouvé qu'en attaque, dans les moments chauds, ce grand, tout le temps au large, alors certes, qui met de la place dans la raquette à Yanis, mais après je vais t'expliquer pourquoi. C'est pas si intéressant que ça. J'ai l'impression que sur la saison c'est cool, sur les premiers tours des playoffs c'est cool. Dès que c'est dans le dur, dès que c'est dans la dureté en attaque, notamment sur leurs problèmes de demi-terrain, le fait que Tonton il soit tout le temps en train de popper à 1 mètre derrière la ligne. Mais c'est sa faute à lui donc? Non, mais en tout cas c'est aujourd'hui maintenant son style de jeu, c'est comme ça qu'il est considéré. Je suis pas sûr que son apport en attaque, finalement, c'est quand même. Tu vois, on vit à pile ou face avec lui. Vas-y, bombarde. Mais ça, c'est le style de jeu de l'équipe. Ouais, mais justement, c'est quand je parle Basiquement, pour moi, ils doivent absolument le garder parce que, par exemple, sur le match 6, on le voit aller chercher des rebonds offensifs, remettre dedans. On le voit être dans des petits intervalles. D'habitude, on le voit très au large, mais je l'ai vu, je sais pas, il met 6 points d'affilée, 6-7 points d'affilée au moment où les Raptors, clairement, reprennent l'ascendant du match. C'est lui qui met des paniers. Hein. Après, et c'est personne d'autre. De toute façon, s'il part, il va forcément le remplacer par un grand tonton. Mais oui, mais un grand tonton d'un style complètement différent. C'est ça le grand problème. On vous a posé la question sur Twitter. Qu'est-ce que vous verriez comme évolution pour cette équipe? Il y a Zenkel qui nous dit un vrai tonton au rebond. Lopez, Ilyasova, Mirotic, c'est cool. Mais quand tu vois que Malcolm Brogdon les out-rebond sur la plupart des matchs, c'est juste pas acceptable. Moi, je suis d'accord avec ça. Moi, il a des bons passages. Brook Lopez, c'est un très bon joueur. Mais je trouve que il est trop loin du cercle en attaque. Et quand ils sont dans le dur, finalement, lui, il reste. Alors qu'on sait qu'il est capable. Enfin, on a quand même découvert un joueur en début de carrière qui était proche du cercle. Il est beaucoup trop loin, finalement, en l'air. Et c'est trop une pièce en l'air pour lui, pile ou face. Avec son adresse externe, il a fait basculer un match où il met 29. Mais c'est pour moi. Qu'est-ce que tu voudrais à sa place? Un mec qui fit plus à un moment donné, qui arrive plus à soulager Yanis proche de la raquette. Mais surtout, j'arrive à ça, c'est parce que Yanis Antetokounmpo va falloir faire un choix. C'est pour ça que pour moi, le rôle de Brook Lopez, c'est en fonction de la direction de Yanis. Pour moi, Antetokounmpo, ou alors on le fait jouer comme un vrai pivot, proche du cercle, avec des systèmes où il est dos au panier et il est sur c'est vraiment le seul grand de l'équipe. Voilà. Ou si on veut le faire partir de loin, comme on fait, il faut que son tir externe ne devienne pas un truc de temps en temps où quand il la met, on fait ouais, mais que ça devienne une vraie arme, un vrai truc. Parce que, et surtout, on l'a vu pendant la saison régulière, très bien, il part de loin, il met des drives, on le laisse, on comprend. Mais sur une série à 4 matchs où tu joues 6 fois les mêmes mecs, chaque fois, pendant tous les 2 jours, ils s'adaptent, ils comprennent, ils te lisent. Et moi, j'ai quand même eu l'impression que les Raptors, ils l'ont vu prévisible. Et j'ai eu le même sentiment dans mon canapé. Alors, c'est facile à dire dans le canapé, mais j'ai quand même eu l'impression que les Raptors, sur les 3 derniers matchs, ils ont quand même dit, vas-y, viens, on sait où tu vas aller, on sait exactement ce que tu vas faire. Il faut absolument, dans le basket moderne, quand tu es une superstar comme lui, qui a un poste 4, qui part de loin, qui a du dribble, du handle, il faut que tu puisses mettre beaucoup plus régulièrement d'adresse. Ça, de toute manière, je pense qu'on est tous d'accord. Mais pas un peu. Il a réussi. Je sais pas, sur le dernier match, je pourrais regarder, il a 2 sur 4 ou 2 sur 5, ce qui est tout à fait honnête. Il tente des trucs. Aujourd'hui, il n'est pas capable d'être un joueur à mi-distance. Parce que même, on parle de 3 points, mais déjà, de faire 2 dribbles, boum, de mettre un petit tir, ça oblige les défenseurs à un peu s'avancer. Moi, mon grand truc, c'est qu'il est quand même tombé sur une défense extraordinaire avec peut-être le meilleur défenseur de ces dernières années. Donc, c'est pas comme s'il n'avait pas désossé toutes les équipes qui était. Non mais ce que je veux dire, c'est que Yanis aujourd'hui, pour moi, il est dans la bonne direction. C'est-à-dire que je pense que le meilleur équilibre pour lui, c'est ce poste 4 avec un Brook Lopez. Et Brook Lopez, c'est le meilleur exemple, ou même Eto'Court, ou Brad Miller, des mecs qui envoient des bombinettes, qui lui laissent de l'espace et qui lui permettent de pas défendre sur le pivot adverse. Parce que le grand problème, c'est que si demain il se retrouve avec Marc Gasol, ça peut être aussi compliqué. Alors dans ce cas-là, si tu as juste besoin d'un mec qui met des bombinettes au large, tu n'as pas besoin de filer beaucoup d'argent à Brook Lopez et tu peux laisser
laisser partir, tu vas en trouver. Mais qui a un pivot qui met des mecs bons billettes à haut niveau? Non, mais justement, tu Donc changes. tu vas sur un poste 4. Mais donc, c'est ce que je te dis. Un poste 4, moi, je te dis que le grand problème, c'est que si tu as Marc Gasol, pivot dominant, mine de rien, pas forcément dans les stats et tout ça, mais en tout cas imposant, dans l'influence. il ne faut absolument pas que ce soit Yanis qui défende sur lui, sinon il va morfler. Tu trouves un profil 4-5 comme ça? Un 4-5 qui peut défendre sur un truc? Bah, je sais pas, trouve-moi si tu peux en mettre pas un temps. qui me vient. Je te laisse 30 secondes si tu veux. Par exemple, par rapport à ce que je sais sur Yanis, qu'il était prévisible. Quand il fait ces espèces de petits pieds comme ça, qui va tout le temps à droite, ils l'ont vu arriver. Et c'est en ça que je veux te dire que il est pour le moment, alors il est très fort, il fait plein de choses, il se bat, il plonge, il a un énorme cœur en plus de son talent. Mais je te dis, moi, ce côté prévisible, mais j'espère, en tout cas, je suis curieux de voir comment il va revenir l'année prochaine, parce que là, tu me dis, oui, mais il faut Brook Lopez, très bien, si tu veux. Mais là, tu dis, ils sont tombés sur le meilleur défenseur de tous les temps. Mais en tout cas, là, je te parle pas pour être premier à l'Est, je te parle pour aller en finale NBA, pour être champion NBA un jour. Oui, mais attends, donc, dans l'excellence. Ce que j'essaie de te dire, c'est que je crois qu'aujourd'hui, et je vais te répéter, je crois que Budenholzer l'a mis dans les meilleures dispositions au vu de ses qualités, c'est-à-dire plus proche du cercle, mais avec quand même son espace et surtout des match-ups plus favorables avec des postes 4 parce qu'il est 10 fois plus rapide. Je ne pense pas que le mettre sur un poste 5, entre guillemets, à la Yanis, mais en tout cas avec un autre poste 3-4, tu vois, capable de mettre des tirs, ce soit lui rendre service. Moi, ce qui me pose plus de problèmes, et je suis plutôt d'accord avec toi sur le fait que, bah oui, il est hyper prévisible, c'est que cette équipe, elle n'a pas de plan B. Elle n'a pas de plan B. Et le plan B, ça aurait dû être plus de Middleton, je dis plus, beaucoup plus de Middleton, ou plus de Brook Lopez au post-up, ou plus de pick and roll, j'en sais rien. Et puis mais imaginez, quand tu es dans le dur, il faut avoir plusieurs cordes à son arc, mais malheureusement, ou alors tu as un joueur ultime comme Kawhi. C'est pour ça, pour moi, c'est la première étape de ce projet, et on va voir ce que nous raconte Mike Budenholzer. Si nous n'arrivons pas à gagner avec Yanis qui joue 41 minutes, alors Toronto mérite sa victoire. Il faut qu'il se repose à un moment. Il a dû prendre, il a dû prendre 1 minute de repos dans le troisième quart-temps et 1 minute 30 dans le dernier quart. On doit s'améliorer quand il n'est pas sur le parquet. On est clairement dans ce que tu dis, Thomas, sur le plan B. Bah, on est clairement on est clairement là-dessus. Maintenant, c'est pas Yanis le problème, c'est le plan B, c'est pas pareil. Et puis le plan B qu'ils doivent avoir, c'est peut-être aussi, et c'est pour moi le gros axe de progression de Budenholzer, de Yanis et des Bucks, c'est le demi-terrain. Parce que cette série, elle bascule dans les moments chauds, parce que les Bucks, ils font plutôt une bonne série. Et dès que c'est les moments chauds, qu'est-ce qu'il fait Calori? Parce qu'on a dû lui dire, il ralentit le tempo avec Van Vliet. Ils ralentissent le tempo, ils les amènent sur demi-terrain. Et là, dès que tu leur casses leur rythme, ils n'y arrivent plus. Moi, j'y arrive plus. Non, mais t'as raison, et c'est pas la première année qu'on parle de ça de toute manière. Avant, on avait déjà vu, on avait décelé un peu justement ces problèmes des équipes de Giannis. Alors oui, il a un coach beaucoup plus intéressant. Moi, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il va pas falloir tout casser et complètement devenir fou à vouloir changer de poste Giannis. Ça a très bien marché contre, on va dire, ça marche très bien contre 27 équipe de la NBA. On va dire qu'il y a 2-3 équipes contre qui il va galérer. Alors si tu veux, Polo, vu que tu mets ça, si tu veux, je te l'apprends. Je ne pense pas que je sois... que je doive... Attends, c'est trop bizarre. Que je doive changer, ce n'est qu'une... Je ne pense pas que ce soit doive changer. Ce n'est que le début d'une longue aventure et on va continuer à progresser. On sera de retour l'année prochaine en continuant de croire en ce que nous avons construit cette année et j'espère revenir dans la même situation. C'est ce que j'essaie de dire. C'est que mine de rien, ils ont fait une saison hyper fast, meilleur bilan de la NBA, il va être MVP sûrement, l'autre va être Budenholzer va être coach de l'année. Et ils sont quand même à rien de gagner 3-0. À 3-0, ils sont à rien. Moi, 2 prolongations dans un match extérieur, ils sont à que dalle. Gros, ils sont à poil de fesses. Quand ça t'arrange, gros, ils sont à rien. Toi, tu connais ce truc de journaliste si près, si loin? Non, là, je suis pas d'accord. Parce que si précisément c'est Warriors Blazers. À partir du il y a 4-0 et tous les matchs sont serrés. C'est pas pareil que je mène 2-0, je suis là, belle dynamique, je vais faire un match de traîneur là-bas, je fais 2 prolongations, je prends pas le match parce que, et je crois que c'est une réalité, Yanis n'est pas encore au niveau des gratins qui touchent les étoiles tels que Kawhi Leonard. Je crois que pour moi la différence avec eux là, c'est que Yanis n'est pas encore ce type de joueur qui fait je prends la balle, demi-terrain, transit, défense, j'en ai rien à faire, je prends la balle, je prends mon équipe, alors oui avec mes petits copains Van Vliet, mais je vais vous faire gagner. Et c'est ça, plus la réalité est plus là que sur le style de jeu dont on parle. C'est le difficile et lourd apprentissage et qui parle avec les fans des Raptors pour voir comme cet apprentissage peut être long et compliqué. Pour moi, c'est très positif cette saison des Bucks. Il y a 2 ans, c'était
une équipe qui jouait la qualif en playoff, puis c'est devenu une équipe qui jouait les premiers tours qui les passait pas, et puis en une saison, ils sont passés d'une équipe premier de la conférence Est à une équipe qui joue même des finales de conférence. Donc le step est énorme. Voilà, maintenant, ils n'ont pas encore le gab pour jouer des finales NBA, mais voilà, c'est pas. Mais il n'y a rien de grave. Mais tout ça, ça s'apprend. Et Jordan, il a dû apprendre face aux Pistons. Les Lakers, ils ont dû apprendre face au Jazz quand Kobe fait des airballs. Enfin, chacun. Les Warriors, ils se sont fait botter par les Clippers, de Griffin et Chris Paul. Et les Spurs, les Spurs, on est direct dès que tu vois ce que je veux dire, au bout d'un moment, on apprend aussi dans la défaite. Donc moi, je suis persuadé qu'ils vont revenir plus fort. Maintenant, voilà, les axes, si nous on les a, je suis persuadé que Budenholzer doit les avoir. A priori, ils ont vu les mêmes matchs. Après, tu l'as dit, 4 défaites de suite, il y avait 2-3 ajustements à faire, j'imagine. C'est pour ça que tu dis, ouais, les Blazers, non, ça n'a rien à voir. Non, les Blazers perdent 4 fois d'affilée. Moi je te dis que ça justement, moi je te dis que ça n'a rien à voir si près si loin, ces Blazers. Ils sont, dans tous les matchs, ils perdent 4-0. Ils sont loin. Les autres, mon gars, ils sont à un tir raté, un lay-up. Tu comprends ce que je veux dire ? Ce que je vois, c'est qu'ils prennent les 2 premiers, mais qu'au final, les Blazers ils perdent 4 fois d'affilée et que les Bucks, ils perdent 4 fois d'affilée aussi. C'est quand même énorme. Thomas, c'est pas neutre. Ok, on en parlera l'année prochaine si eux sont des Bucks sont quand même plus proches des finales que les Blazers. Ah non, mais c'est pas ce que je suis en train de dire. Non, mais ce que je veux dire, c'est que perdre 4 matchs d'affilée en playoff, c'est pas neutre. Surtout quand tu as des matchs en main. Donc il y a quelque part aussi un travail mental, mais c'est normal, il a 24 ans l'autre. Donc c'est juste un apprentissage. Il n'y a pas le feu au flac, hein. Mais tu vois, le feu au Foresti. Ah ouais, non, je l'ai passé là. Non, ce que je dis, c'est que c'est normal, mais perdre 4 matchs d'affilée pendant le playoff, c'est pas neutre. Ça veut dire qu'il y a vraiment des choses sur lesquelles ils doivent vraiment progresser et pas juste se dire on est jeune, ça ira mieux. Absolument, mais je pense pas qu'ils se disent ça, ou alors ce sera dommage. En tout cas, vous avez bien vu, cet été va être charnière pour cette équipe. Le rôle de Giannis, le changement un peu peut-être d'identité. Si Brook Lopez se barre, il y aura pas mal de trucs qu'il faudra suivre. Et puis les affaires de gros sous, parce qu'il y a quand même pas mal de mecs à prolonger, à voir s'ils doivent faire un choix. Si Middleton casse la baraque. Tu peux payer la luxury tax aussi. Hein. Ça dépend du propriétaire s'il a envie de le payer. Il y a plein de propriétaires qui n'ont pas envie de faire ces choix-là. Après, pour finir quand même, si Kawhi, il s'avère qu'il part de Toronto, l'équipe grande favorite de cette conférence Est, ce seront les Bucks. Ça, c'est aussi la réalité de tout ça, c'est qu'ils nous ont impressionnés au vu de. Non, mais c'est clair, cette année, tu vois, Kawhi a pris la place de LeBron un petit peu. Un peu, ouais. Heureusement pour Toronto, il est venu chez les Raptors. Ouais, c'est clair. Mais voilà, mais c'est vrai que le jeu des chaises musicales aussi, des superstars qui pourraient rejoindre la conférence Ouest, pourrait faire les affaires des Bucks. Attention quand même si Kevin Durant débarque à l'Est, même s'il n'aura pas l'équipe que Kawhi Leonard a eu à Toronto. Il y a moins de vécu à New York en ce moment qu'à Toronto avant l'arrivée de Kawhi. Voilà, on a fait le tour de tout ça. Vous nous dites dans les commentaires ce que vous pensez de cette équipe de Milwaukee, ce qu'ils doivent faire avec le coach, avec Giannis et ainsi de suite. Puis on se retrouve dès demain pour une superbe preview des finales NBA qui commence jeudi soir. Allez, merci, c'était super.